Le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans le sang, encore appelé glycémie élevée. On parle d'hyperglycémie. Les aliments sont composés de lipides, protides et glucides. Ce sont eux qui fournissent l'essentiel de l'énergie dont a besoin le corps pour fonctionner, qui passent dans l'intestin, puis rejoignent la circulation sanguine. Quand on mange, le taux de sucre dans le sang augmente. Les glucides sont alors transformés essentiellement en glucose. Le pancréas détecte l'augmentation de la glycémie. Les cellules bêta de celui-ci, regroupées en amas, appelées îlots de Langerhans, sécrètent de l'insuline. Celle-ci permet au glucose de pénétrer dans les cellules des muscles, des tissus adipeux, ainsi que dans le foie, où il va pouvoir être transformé et stocké. Ainsi, la glycémie peut augmenter légèrement, puis revenir à un taux normal, et le glucose être converti en réserve et en énergie. Chez les personnes atteintes de diabète, ce système ne fonctionne pas. Par un dosage de la glycémie pratiquée en laboratoire. Un diabète est avéré lorsque la glycémie à jeun est égale ou supérieure à 1,26 g par litre, à 2 reprises, ou à n'importe quel moment de la journée, égale ou supérieure à 2 g par litre. Oui, on distingue principalement deux types de diabète. Le diabète de type 1, qui touche 10% des diabétiques, le diabète de type 2, qui en touche 85%, les autres types de diabète concernent les 5% restants. Anciennement appelé diabète insulinodépendant et habituellement découvert chez les personnes jeunes, enfants, adolescents ou jeunes adultes, les symptômes sont soif intense, urine abondante, amaigrissement rapide. L'organisme ne reconnaît plus les cellules bêta du pancréas et les détruit. On dit que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Le glucose ne pouvant entrer dans les cellules retourne dans le sang. Le taux de glucose dans celui-ci s'élève. On ignore pourquoi cette destruction des îlots de Langerhans se produit chez certains et pas chez d'autres. Il existe une prédisposition génétique, mais les autres causes sont mal connues. L'environnement pourrait avoir également un rôle. Le corps ne fabriquant plus du tout d'insuline, l'unique traitement actuel est l'apport de celle-ci, soit sous forme d'injection, avec une seringue ou un stylo, soit avec une pompe, appareil portable ou implantable, destiné à administrer l'insuline en continu. Ce diabète apparaît généralement chez les personnes de plus de 40 ans. Cependant, les premiers cas d'adolescents et de jeunes adultes touchés apparaissent en France. Le surpoids, l'obésité et le manque d'activité physique en sont la cause chez les personnes génétiquement prédisposées. Sournois et indolore, le développement du diabète de type 2 peut passer longtemps inaperçu. On estime qu'il s'écoule en moyenne 5 à 10 ans entre l'apparition des premières hyperglycémies et le diagnostic. Dans ce diabète, autrefois appelé non insulinodépendant, le processus est différent de celui du type 1. Deux anomalies sont responsables de l'hyperglycémie. Soit le pancréas fabrique toujours de l'insuline, mais pas assez par rapport à la glycémie, c'est l'insulinopénie, soit l'insuline agit mal et on parle d'insulinorésistance. Elle ne peut plus réguler la glycémie et cette résistance épuise progressivement le pancréas qui finit par ne plus assurer une production suffisante. Il n'existe pas une cause précise, mais un ensemble de facteurs favorisants. Une origine génétique, des antécédents de diabète du même type sont souvent présents dans la famille, des facteurs environnementaux, une alimentation déséquilibrée, un manque d'activité physique responsable du surpoids. Il est traité dans un premier temps par des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire une alimentation équilibrée et de l'activité physique. Puis, on a rapidement recours à des traitements antidiabétiques oraux ou injectables. Leur efficacité n'est optimale que s'ils sont associés à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière.
Le diabète de type 2 est une maladie évolutive. Après l'augmentation progressive des antidiabétiques, des injections d'insuline seront proposées aux patients lorsque la carence en insuline sera trop importante. Le but du traitement dans les deux diabètes est de normaliser la glycémie. Les hyperglycémies répétées et prolongées entraînent à long terme une altération des nerfs et des vaisseaux sanguins présents dans tout le corps. Ce sont les complications du diabète, qui peuvent se traduire par une cécité, des atteintes des pieds pouvant conduire à des amputations, des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux, des troubles de l'érection ou une insuffisance rénale. Le traitement de référence du diabète de type 2 est l'optimisation des habitudes de vie. Une perte de poids si nécessaire, une activité physique régulière, une alimentation équilibrée peuvent être suffisants pour contrôler la glycémie dans un premier temps. En seconde intention, des antidiabétiques oraux et ou injectables sont prescrits pour contrôler la glycémie. Il existe plusieurs classes thérapeutiques reposant sur des mécanismes d'action différents, administrés seuls ou associés entre elles. Les biguanides, comme la metformine, ont une action anti-hyperglycémiante, mais ne donnent pas d'hypoglycémie. Ils réduisent la glycémie en dehors et après les repas en diminuant la production du glucose par le foie, diminuant l'insulinorésistance, retardant l'absorption intestinale du glucose. Les sulfamides hypoglycémiants et les glénides stimulent la sécrétion d'insuline. Leur efficacité dépend de la capacité résiduelle du pancréas à sécréter de l'insuline. Ils améliorent la glycémie avant et après les repas et peuvent occasionner des hypoglycémies. Les inhibiteurs des alpha-glucosidases retardent l'absorption des glucides après les repas. Ils agissent donc en diminuant la glycémie après un repas. Ils ne donnent pas d'hypoglycémie. Les incrétines dans le GLP-1 sont des substances libérées par le corps au début des repas pour stimuler la sécrétion d'insuline. On les utilise en pharmacologie soit en injectant du GLP-1, soit en diminuant sa dégradation par le corps grâce aux gliptines, IDPP4. Ces médicaments ont pour effet de stimuler la sécrétion d'insuline uniquement quand la glycémie est élevée, ce qui limite le risque d'hypoglycémie. Réduire la sécrétion du glucagon qui contrôle la fabrication du glucose par le foie. Diminuer l'appétit. Ralentir la vidange gastrique, ce qui augmente la sensation de satiété. Ces différentes actions peuvent permettre une perte de poids. Les inhibiteurs du SGLT2 augmentent l'élimination du glucose dans les urines. Le rein joue un rôle dans la régulation de la glycémie, notamment en éliminant du glucose quand la glycémie est trop élevée. Les inhibiteurs de SGLT2 augmentent la fuite de glucose dans les urines, ce qui permet d'abaisser la glycémie. Le traitement de référence du diabète de type 1 est l'injection d'insuline. En cas d'insulinopénie, il devient nécessaire pour le diabète de type 2 également. L'insuline injectable se substitue à l'insuline qui devrait être fabriquée par le corps. Le médecin propose un schéma d'insuline adapté au profil glycémique du patient. Une insuline lente si la glycémie est haute le matin et baisse dans la journée. Une insuline rapide si la glycémie monte après les repas. Une association d'insuline lente et rapide si la glycémie est haute à plusieurs moments de la journée. Malgré la recherche médicale qui avance tous les jours, le diabète reste une maladie qui se soigne très bien, mais qui ne guérit pas. Il faut donc toute sa vie se surveiller, garder de bonnes habitudes alimentaires et une activité physique, prendre régulièrement ses médicaments. Un diabétique peut donc être un malade en bonne santé. Oui à la qualité de vie.